L'arrivée des Grecs, fondateurs de Marseille dans le delta du Rhône, donne au VIe siècle avant Jésus-Christ naissance à Arles. En 46 avant notre ère, avec l'implantation des vétérans des légions César, la cité devient romaine. Elle connaît alors une véritable prospérité et à son apogée joue le rôle de la capitale politique et religieuse de ce qui reste de la Gaule romaine. De ce passé glorieux subsistent plusieurs monuments prestigieux dont le théâtre antique, qui pouvait accueillir plus de 10 000 personnes, et les arènes plus grandes que celles de Nîmes. De l'époque romaine nous parvient l'église Saint-Trophime, joyau de l'art roman, qui date du XIIe siècle. Son portail présente le jugement dernier. Au centre trône le Christ en majesté, entouré des symboles des évangélistes. Une multitude de personnages et de scènes appartenant à l'histoire sainte occupent tout l'espace. Des deux côtés de la porte, séparés par des pilastres, se tiennent des figures en pied des saints, dont Saint-Trophime en costume épiscopal. Sur les murs des hôtels particuliers et des demeures plus modestes se projettent des ombres et des lumières, des couleurs s'y mélangent, il y en a toute une palette. C'est cette densité de la lumière et des couleurs provençales qui a séduit Van Gogh. Près de 300 toiles et dessins pleins d'impressions colorées ont été créés en l'espace des 15 mois que le peintre a passé en Arles. En levant la tête, on découvre sous les toits des maisons tout un monde à part. Lions et masques rivalisent avec une pléiade de saints. Ici se dresse Saint-Roch et son chien. Plus loin, la statue de Saint-Jacques de Compostelle nous rappelle que, durant des siècles, des pèlerins passaient par là en allant s'incliner sur la tombe de l'apôtre en Espagne. Arles, convivial et chaleureux, exubérant et spontané, vit dans les rues, sur les places, en groupe, entre amis. La tradition tient une place très importante dans la vie des Arlésiens. Nicole Niel, arlésienne de cœur, femme sculpteur et professeure de dessin, est aussi défenseur et expert en culture provençale. Ça a complètement disparu de la coiffe. Les deux bandeaux qui se croisent derrière. Aujourd'hui, les filles se coiffent et elles cachent complètement cette partie. Elles oublient que ça devrait normalement se voir. Ça apparaît entre les deux bandeaux. C'est une perruque qui est destinée à montrer comment une arlésienne se coiffe. Donc vous avez là, ça fait un petit peu surréaliste, mais vous avez là la démonstration du mouvement que doivent prendre les cheveux en formant ce bandeau qui va donner cette torsade qui va ensuite s'accrocher sur un peigne qui est préalablement posé et qui va former l'ensemble de la coiffure des cheveux. Après, bien sûr, il y aura l'étape de la construction de la coiffe qui est rapportée.
Et là, on a le point de départ, les cheveux qui sont partagés par une raie au milieu, de l'avant jusque sur l'arrière de la nuque, et les cheveux qui sont pris en torsade et tournés vers l'avant. Voilà, là vous avez le déroulement complet du geste. Et ça, c'est la deuxième étape. Voilà, c'est la deuxième étape un petit peu plus avancée, puisque vous voyez que les cheveux ont été des deux côtés rassemblés sur le peigne qui est maintenant caché, avec le croisement à l'arrière des deux bandeaux, on appelle ça un bandeau qui est torsadé, le tout bien entendu tenant par des épingles à cheveux et des crochets de certaines façons, bien entendu. Et on va recouvrir le peigne d'une dentelle qu'on appelle un dessus de coiffe, qui se verra lorsque la coiffe sera complètement terminée. Mais c'est ancien, cette coiffe, comme ça. C'est une coiffe qui remonte dans ses origines à la moitié du XVIIIe siècle. Ah. Elle n'était pas comme ça au départ. Mais petit à petit, elle a évolué et disons qu'elle s'est fixée à peu près dans cette allure-là à la fin du XIXe siècle. En 1900, les femmes sont coiffées comme ça. Et nous avons gardé cette coiffe-là, qui a été la dernière portée de manière vivante, en fait, par les Arlésiennes. Donc c'est celle qui nous sert de référence aujourd'hui quand on porte le costume. C'est important. C'est la troisième étape. Cette fois-ci, donc, vous voyez qu'on a posé le ruban, le fameux ruban d'Arlésienne qui est très connu pour être la coiffe la plus connue de l'Arlésienne. C'est un velours façonné avec un fond en satin, c'est un velours de soie. Le velours est coupé au sabre. On n'en fabrique plus maintenant, fini. Donc les derniers qui restent sont des rubans qui ont été tissés peut-être tout début du siècle, et je pense que c'est plutôt la fin du siècle d'avant, 19e siècle. Et ce ruban se pose d'une certaine façon, donc on va commencer par l'enrouler autour de la coiffe qu'on a vue tout à l'heure, donc on retrouve, vous voyez, le dessus de coiffe, et on va poser certaines épingles, donc qui sont mentionnées ici, d'une façon très précise, très particulière, pour obtenir le résultat souhaité. Là donc, pour le moment, le ruban reste ouvert pour montrer comment ça se passe à l'intérieur. Ça, c'est la quatrième étape. Voilà, alors là, on a l'exemple d'une manière de poser le ruban, parce qu'il y en a de plusieurs manières. Ici, le ruban a été rabattu et il est maintenu ici par une petite épingle qui ferme entièrement la coiffe. Il y a d'autres façons de poser le ruban qui présentent une partie plus ouverte ici. C'est en fait une question de choix individuel, suivant le profil de la personne, de même qu'on va choisir la longueur de cette partie qu'on appelle le guidon, qui va être plus ou moins longue, plus ou moins inclinée, plus ou moins relevée. Et en fait, c'est très important, autant au niveau de la coiffure, les petits cheveux devant, la hauteur des bandeaux soulevés ici par cette épingle. Donc vous voyez tous ces détails qui permettent à l'Arlésienne, en fonction de son visage, de chercher vraiment la coiffure qui lui va bien, qui la met en valeur, et la façon de poser le ruban qui va également à son visage. C'est pas du tout une coiffe qui est stéréotypée dans le sens où toutes les femmes sont coiffées de la même façon, pas du tout. Chaque femme, tout en ayant la même construction, chaque femme va essayer de cultiver sa personnalité, de chercher ce qui la met en valeur. Le but, c'est ça. Mais c'est pas possible d'avoir le costume sans la coiffe. Ah non, Et ni l'un vice-versa. ni l'autre, Non, ni c'est dans vraiment- un sens ni dans l'autre. Mais aujourd'hui, c'est vrai que si on porte le costume, on porte la coiffe, on a les cheveux longs, c'est un tout. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de très traditionnel. Il y a deux choses très importantes ici. D'un côté, le folklore qui fait sa vie et qui est comme tous les folklores dans tous les pays, toutes les régions. Et puis, il y a la culture traditionnelle qui est vécue par les gens du cru, où les costumes se passent de mère en fille, les bijoux, les rubans. Ce sont des éléments qui font partie de la famille et qu'on se transmet. Et ça n'a rien à voir avec le folklore. Absolument rien. Il y a des femmes qui ne portent le costume qu'une fois ou deux fois par an, c'est tout. Mais qui le portent toutes les années. C'est vraiment quelque chose de presque de rituel. Et ça, je crois que c'est bien de le conserver. Mais pour quelle raison il habillé comme ça? Il y a une part de coquetterie, je Oui, crois, oui. énorme.
et qui attire beaucoup de jeunes filles aujourd'hui. C'est que, en fait, bon, la mode vestimentaire aujourd'hui, quelque part, peut-être les frustre. Et que le costume d'Arlésienne, c'est le costume de princesse, c'est le costume d'apparat. Oui. Et donc, c'est une occasion pour elle d'entrer dans un autre personnage, d'être une autre femme, pour un jour. Et je crois que ces occasions, elle les recherche. Il y a énormément de jeunes filles, toutes petites, qui portent le costume. Et généralement, quand elles l'ont porté à l'âge de 4, 5, 6 ans, 7 ans, elles voient les grandes qui sont dans tous leurs atours. Elles n'ont qu'une envie, c'est de grandir pour porter le costume avec le ruban. Elles n'ont pas le droit de porter le ruban jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Ah bon? Ah oui, là, ça par contre, c'est un rituel. La passation de coiffe, elles ont une coiffe qu'on appelle une coiffe en cravate. Et cette coiffe est portée par la petite fille jusqu'à l'âge d'être femme. Ah oui. Et alors, à ce moment-là, elle porte le ruban. Ça, c'est important. C'est très important, oui. Parce que c'est grandir dans l'échelle sociale, grandir dans la vie. Donc, c'est une progression comme ça, dans l'échelle de la vie. Et puis, il y a une troisième coiffe aussi qui existe, et qui est portée relativement peu, dans l'histoire en tout cas du costume, c'est le costume de la mariée. Puisque c'est une coiffe qui est tout en dentelle, et qui est fabriquée pour le jour du mariage religieux. C'est le costume qu'on voit aujourd'hui porté par la reine d'Arles. Le jour en tout cas de son intronisation, elle porte ce costume de mariée. On va commencer par placer cette première pièce qu'on appelle le plastron, maintenu par des épingles à tête. Cette pièce vient à la taille, en pointe. Je te pique, c'est exprès. Ensuite, je vais placer la guimpe de part et d'autre, en veillant à ce que dans le cou, la guimpe ne soit pas ni trop en arrière, ni trop dans le cou. La manière de la poser va conditionner la hauteur de ce que j'appellerai un petit peu plus tard le bénitier, et qui donne ce port de tête très élégant à l'arlésienne. Le fichu de gaze pour former le bénitier. Et là, je vais reconstituer les plis en glissant mes doigts délicatement entre les mailles de cette gaze et en décalant légèrement le premier rang par rapport à la dentelle. C'est une véritable sculpture. Je vais glisser les deux pans qui me restent sous le plastron pour former ce qu'on appelle l'isestomat. Cette partie qui donne quelque chose de très tendu ici, bien gonflé et conforme à la mode du début du XXe siècle, cette mode de Paris où on avait le faux cul simulé ici par les jupons et les plis de la jupe et la gaze qui donne ce mouvement en S, donc conforme à cette mode parisienne. La pèlerine. Et je vais ici faire la pelote qui termine l'arrangement à la taille, que ce soit pour la pèlerine ou pour le fichu. C'est le dernier élément qui a été
notoire dans l'évolution du costume. Et on a habillé cette Sophie sans lui mettre la coiffe. Ça, c'est magistral. Il faut commencer toujours par la coiffe. Un seul élément. Alors, comme cette dentelle doit venir se croiser à l'avant, je suis obligée de former le nœud sur le dessus de la coiffure et d'ajuster en faisant glisser la dentelle à l'avant. Ces dentelles sont maintenues à l'arrière par un fil de laiton et ce fil de laiton maintient évidemment les dentelles dans l'axe vertical qu'on a voulu leur donner. C'est une coiffe exceptionnelle qui est portée les jours exceptionnels aussi. C'est vraiment dans les gènes, je crois, cette notion de porter le costume. On le porte d'abord de l'intérieur. Ce n'est pas une tenue qu'on enfile, ça n'est pas quelque chose. C'est un costume qui se construit patiemment et qui arrive à une architecture qui peut être désastreuse lorsqu'elle est mal faite, mais qui arrive au sommet de l'art lorsque c'est fait dans la tradition et avec bonheur. C'est-à-dire en tenant compte également de la personnalité de la femme, de son corps, de sa manière de se tenir. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Cette manière de cultiver de l'intérieur le costume. Les bijoux d'Arles tels que bracelets, chaînes, sautoirs, broches, appelés tout simplement des dorures ou encore libelloyo en provençal, font partie du costume traditionnel de l'Arlésienne. Exécutés en métaux nobles, or et argent, ils sont enjolivés de diamants le plus souvent taillés en rose. La croix de l'Arlésienne qui orne la chapelle, portée sur une chaîne ou un ruban de velours noir, est le bijou le plus typique. Elle se décline en plusieurs modèles de styles très différents. La modeste Jeannette et la précieuse dévote qui se portaient dans toute la France, la capucine, la plus austère mais sertie de rose de Hollande, la croix Maintenon d'un même dessin enrichi, la croix papillon très ouvragée et très aérée, la plus arlésienne de toutes, celle qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, la très particulière et impressionnante maltaise inspirée de la croix de Malte. Toutes ces croix furent créées au XVIIIe siècle. La dernière née, au XIXe, est la croix mistralienne. Les boucles d'oreilles sont également indispensables. Les fileuses, les poissardes ou encore les dormeuses qui se portent constamment sont enrichies par des pendeloques amovibles et se transforment en branlantes. C'est une paire de boucles qui s'appelle en Provence les dormeuses. En semaine, les gens portaient très souvent la boucle seule, comme ceci, et les gardaient pour dormir. D'où vient le nom les dormeuses. Et le dimanche, jour d'apparat ou cérémonie, on mettait la pampille du bas et on faisait des boucles d'oreilles beaucoup plus sophistiquées et beaucoup plus imposantes. Alors là, on va commencer par tracer cette pièce. Voilà, là on a fait un tracé, alors on va le découper. Alors voilà la scie du bijoutier. Il faut toujours un peu graisser la scie. Les anciens mangeaient du réglisse et graissaient leur scie comme ça. On met de la salive et ça marche drôlement bien. Hein. Voilà, alors là on va découper. Maintenant on va construire la pièce du haut. Alors on se sert d'un bout de fil qu'on va mettre bien plat. Chez nous, il n'y a que l'œil pour mesurer. Alors on fait tout à l'œil. Alors une fois qu'on a dressé, on va le partager en 6. Là-dedans, maintenant, on va tailler les griffes. Vous voyez? Alors on va les tailler, les amorcer. J'ai commencé en 44, on avait encore le globe, dans lequel derrière on mettait une bougie, comme les brodeuses, qui nous faisait un halo lumineux sur la cheville. On va faire une soudure. La bouteille à oxygène.
Voilà. Et on a obtenu la monture brute, c'est-à-dire qu'on a le haut. Mais maintenant, il faut le plaquer en or dessous. Parce que tous les bijoux de Provence, pour ne pas salir le cou, étaient plaqués en or. Alors là, c'est une plaque d'or, elle est brute, elle est noircie par la chaleur, par le gaz. Et maintenant, on va procéder à notre soudure. Alors, on va mettre des petits paillots d'argent autour. Voilà le motif de la tête soudée. Vous voyez, il est bien soudé tout le tour. Pour l'argent, on se sert de grosses scies. Et pour l'or, comme il est très fin, des scies très fines. Maintenant, il faut le détourer. La fête du costume est une fête exceptionnelle qui trouve ses origines dans la Festo Virginenco, créée en 1903 à l'initiative de Frédéric Mistral. Ce jour-là, comme dans le passé, toutes les jeunes filles sont invitées à une prise de ruban et d'habits, symbole de leur passage à l'âge adulte. Ainsi, grâce à Mistral, le port de ce costume est-il devenu aussi un événement et un honneur. Ce jour-là, toute la Provence défile dans les rues d'Arles. À côté du costume ancien de l'Arlésienne, sorti de l'armoire pour cette occasion, tout en tissu précieux et aux couleurs chatoyantes, on voit des costumes contemporains réalisés en soie moderne. Plus loin, des associations traditionnelles et des groupes folkloriques portent des costumes représentant différents pays de Provence. La fête du costume se termine. Le cortège, coloré et animé, arrive enfin au théâtre antique. C'est alors que tous les 3 ans a lieu l'intronisation de la reine d'Arles. Ce jour-là, la nouvelle reine et ses demoiselles d'honneur, en présence de l'ancienne reine, prennent officiellement leurs fonctions, deviennent ambassadrices de la culture et des traditions régionales. La fête touche à sa fin lorsque dans le théâtre antique s'élève une fois de plus la Cupo Santo, l'hymne de la Provence mise en honneur par Frédéric Mistral. Oh